Monsieur le recteur, chers invités, chers étudiants, mesdames et messieurs, c'est toujours avec émotion que je foule le sol de Genève. Le recteur l'a rappelé tantôt, Genève représente pour moi, si je puis dire, le deuxième amour. Comme dirait Joséphine Baker chantant Paris, elle disait « j'ai deux amours, mon pays », et moi je dirais « j'ai deux amours, mon pays et Genève ». Joséphine Baker disait qu'elle avait une savane qui était belle, et à quoi bon le nier? Ce qui m'ensorcelle, c'est Genève. Voir Genève tout entier, c'est mon rêve joli. Mais Genève n'est pas que cet Éden paradisiaque de la perle du lac et du jardin anglais, offrant une meilleure perspective sur le puissant jet d'eau, cette chute inversée au débit fougueux comme un geyser qui éparpille ses gouttelettes du haut du ciel jusqu'au bain des paquis. Genève, ce n'est pas seulement la cathédrale Saint-Pierre aux 9 cloches et aux formes gothiques, et témoin d'une histoire millénaire, avec ses tours qui dominent fièrement la vieille ville et ses rues pavées, monument dont l'image contraste avec les vitrines cossues de la rue du Rhône, symbole d'une Suisse moderne, gardienne incontestée du temps solaire et du temps sidéral. Genève, c'est d'abord pour moi la ville aux deux palais par un seul credo. Le palais des nations, au profil évocateur autant de Versailles que de la Maison Blanche, et qui couvre d'un œil attendri un monde estropié par les mines antipersonnelles plantées par des mains assassines. Le palais Wilson, aux deux regards qui effleurent tendrement les eaux placides du lac Léman, regard tendu vers l'horizon obstrué par l'imposant massif du Mont Blanc, ce massif qui, loin de constituer une barrière, se dresse plutôt comme une promesse. Promesse de conquête d'une nature aux airs hostiles, mais qui ne demande qu'à être domptée sans être agressée. Promesse d'une rencontre avec l'autre et qui vit du côté du versant invisible, celui qui s'éclaire quand le soleil couchant a fini d'être avalé par l'aiguille du midi. Ville paisible, Genève ne se vautre pas dans son confort. Genève tâte constamment le pouls d'un monde malade et reste à son chevet pour lui prodiguer la meilleure thérapie et surtout la meilleure prophylaxie préventive. Genève grouille de compétences toutes dévouées à cette cause. Le CICR, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, le HCR, l'OMS, l'ONU, les ONG, Geneva Code, Fondation ENALS, Commission internationale de juristes, la communauté diplomatique, les académies et bien d'autres entités trouvent en Genève un centre de soins aussi unique que polyvalent pour apporter davantage d'humanité à un monde aux traumatismes multiples. C'est donc en toute fidélité à une tradition bien établie que Genève, capitale humanitaire, accueille la Semaine des droits humains sous l'égide de votre université, monsieur le recteur, l'Université de Genève. J'ai accepté avec gratitude et humilité l'invitation d'animer la conférence grand public. L'enfant étant à l'honneur, je me suis proposé de vous entretenir
de l'enfant dans le génocide. Ce choix semble tout à fait naturel au regard de mes fonctions actuelles de conseiller du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide, mais aussi celles qui l'ont précédé de responsable du tribunal pénal international pour le Rwanda. Mais en vérité, ma relation avec la prévention du génocide et toutes les autres formes d'atrocité est bien antérieure. Comme certains d'entre vous le savent, je suis un activiste des droits de l'homme et c'est un témoin meurtri et impuissant que j'ai observé de très près les génocides nouveaux des années 90 dans les Balkans et au Rwanda. Armé de ma bonne volonté, de ma parole et de ma plume, j'avais sonné l'alerte aussi loin que pouvait porter ma voix. Hélas, le pire n'a pas pu être évité. Si j'ai été réconforté par l'élan de confort, si j'ai été réconforté également par l'élan de prise de conscience et d'action qui a suivi ces horreurs, le doute me hante par moments. Avec les tragédies récurrentes que connaît le monde, comme si nous ne pouvions pas nous empêcher de revivre le pire de notre passé. Un soi-disant État islamique, Daesh, sévit dans les territoires de l'Irak et de la Syrie, avec l'ambition de s'étendre davantage dans la région. Ces militants, fous ou fanatiques, tuent et forcent à la conversion. Ils rêvent d'un Moyen-Orient religieusement unifié, similaire au rêve chimérique de la cité idéale qu'a nourri un roi croisé, Louis XI, il y a 8 siècles. Le Troisième Reich nous a rappelé, il y a à peine un demi-siècle, où peut mener tout désir de purification du groupe. Aujourd'hui, s'il me semble légitime de rallier toutes les bonnes volontés pour endiguer ce nouveau fléau, il faudra cependant rester sur ses gardes. Nous sommes sur une pente très glissante. État islamique, Al-Qaïda, Taliban, Boko Haram, toutes ces appellations partagent un référent, ce qui facilite l'amalgame. Ces fous de Dieu, ou peut-être fous tout court, rêvent d'une guerre de civilisation dont ils seraient un des protagonistes, les représentants d'un des autres camps. Malheureusement, il se trouve en Occident des voix de plus en plus audibles, oublieuses de leur propre histoire, traumatisées par le 11 septembre 2001, ou simplement abreuvées d'un nationalisme xénophobe exacerbé par la crise pour accréditer et accepter cette polarité. Elle voit en ces minorités exaltées les authentiques porte-étendards d'un islam qui serait intrinsèquement incompatible avec les valeurs de l'Occident. Cette conjonction objective ne nous invite à rien de moins que l'Apocalypse. Une apocalypse d'autant plus effroyable que des esprits malins soufflent en même temps sur les cendres encore chaudes de la guerre froide, légèrement enfouies sous les décombres du mur de Berlin. Les replis identitaires multiples que nous vivons en ces périodes troubles
rendent urgent de questionner nos choix avant de hurler avec les loups. L'humanité doit certainement sa survie à notre instinct grégaire dont le corollaire est la formation de groupes identitaires. Cependant, un retournement dialectique né de la compétition entre groupes, elle-même nourrie de l'instinct de survie ou de domination, fait de l'appartenance à un groupe identitaire le plus grand péril en cas de conflit. Ainsi, le groupe qui est notre rempart devient notre talon d'Achille, notre raison de mourir. Tel est le moteur du génocide qu'on a vu à l'œuvre à Auschwitz, dans les Balkans, comme dans les collines du Rwanda. L'étoile de David, le statut de bosniaque musulman, ou même la morphologie du nez a pu constituer une marque distinctive, une charge suffisante qui justifie la sentence de mort. Le génocide a ceci d'horrible qu'il néantise l'individu. La personne que je trouve sympathique cesse de l'être dès l'instant où j'apprends qu'elle a des attaches avec le groupe stigmatisé. C'est à cause de son horreur extrême que le génocide a été estampillé le crime des crimes. Le génocide, avant d'être un acte physique, procède d'un processus mental. Il n'est pas un acte spontané et requiert un long temps de préparation, un temps marqué par une propagande intensive de haine. Ainsi, l'extermination de l'autre est d'abord idéologique et ensuite seulement physique. L'idéologie du génocide commence par un processus identitaire qui aboutit à une séparation du monde en deux, une polarisation antagoniste entre nous, peuple légitime, et eux, nos ennemis. La défense du nous implique la destruction du eux, l'autre à détruire, qu'il soit adulte ou enfant, prend la forme d'une menace. Le discours sur soi est souvent celui de la pureté et l'ennemi représente l'impureté et la souillure. À l'aube du génocide des Tutsis au Rwanda, Monseigneur Phocas Nikigwize, un haut dignitaire de l'Église rwandaise, prêchait, je cite, « Le Hutu est simple et direct, mais le Tutsi est fourbe, sournois et mauvais par nature. L'autre est associé au mal et il représente une menace, qu'elle soit fictive ou réelle. Et selon un document de l'armée rwandaise daté de septembre 1992, je cite, « L'ennemi principal est le Tutsi de l'intérieur et de l'extérieur. La menace doit faire peur, puisque c'est ce sentiment de peur qui légitime la destruction de l'autre. Cette destruction a pour objectif de préserver la survie du groupe. L'idéologie du génocide travaille également à déshumaniser le groupe cible qui est décrit par des noms de microbes, d'insectes ou d'animaux. Les nazis ont nommé les juifs des poux ou de la vermine.
Et les Hutus faisaient référence aux Tutsis en parlant de cafards, des insectes qui sont associés à la saleté. Ces discours de haine permettent de contester l'humanité de l'autre et de préparer son extermination. Les médias rwandais officiels, dont la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, RTLM, ont joué un rôle fondamental dans la diffusion de l'idéologie du génocide et ont contribué à banaliser la déshumanisation progressive des Tutsis. Les médias officiels se sont d'abord attaqués au Front patriotique rwandais en tant qu'organisation, puis à ses combattants Tutsis, et enfin à tous les Tutsis en général, y compris aux enfants qui ne sont plus décrits comme des êtres humains, mais comme des cancrelats à exterminer. Mais pourquoi donc sommes-nous si naïfs, au point de croire qu'une vision aussi réductrice de notre humanité, un tel mépris de notre indivisibilité, une haine si volatile, et que la seule évocation d'un nom peut suffire à l'enflammer, peut épargner les enfants? Nous voici au cœur de notre interrogation. Une piste à explorer, un début de réponse, serait peut-être dans le rapport particulier que chaque société entretient avec l'enfant. Nous célébrons cette année le 25e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et si cette convention tend à une certaine universalisation des droits majeurs de l'enfant et surtout de sa consécration en tant qu'individu à part entière dans la société, toutes les sociétés humaines célèbrent l'enfant, le mettent au cœur de leur dispositif de protection et de développement. L'enfant est considéré partout comme cet être fragile et innocent qui a besoin de protection, celui à qui il faut inculquer les valeurs fondamentales de la société pour en assurer la pérennité. L'extériorisation de cette pulsion protectrice a certainement varié dans le temps et dans l'espace. Comment éduquer, comment protéger a été un questionnement aux réponses variables en fonction des tribulations de notre propre évolution. Faut-il châtier, réprimer dans l'œuf la propension naturelle de l'humain au péché? Faut-il au contraire couver, cajoler, célébrer le cadeau du ciel? Faut-il protéger l'enfant par une incapacité juridique étendue ou au contraire asseoir davantage ses responsabilités, corollaire d'une individualité de plus en plus affirmée et assumée? Notre rapport à l'enfant aura été le reflet de notre démarche chaotique, erratique, une démarche qui se profile en objectif qui, lui, ne semble pas avoir varié. L'enfant est toujours mis en perspective comme le noyau de notre propre humanité, le gardien de notre futur. L'éducation obligatoire ou les rites initiatiques obéissent tous à cette vision. Avec cet héritage et ce projet commun pour l'enfant, la sanctification de son intégrité physique et morale devrait bien pouvoir être une plateforme commune transcendant tous les clivages. Dans beaucoup de sociétés, l'enfant et la femme étaient exclus des guerres,
réservée généralement aux hommes. Une exclusion qui était d'ailleurs moins un acte de compassion qu'une démarche de réalisme social destinée à renforcer le groupe vainqueur. La femme perçue comme le berceau de la vie et l'enfant jouissant d'une grande plasticité vont intégrer le nouveau groupe et s'identifier à lui. La Convention de 1948 sur le génocide ne s'y est d'ailleurs pas trompée quand elle considère comme acte de génocide le transfert des membres d'un groupe vers un autre groupe. Il me semble bien que l'enrôlement des enfants dans les guerres nouvelles soit souvent symptomatique d'un mal plus profond. Cela intervient généralement quand les structures sociales traditionnelles sont complètement délitées dans un contexte de pauvreté et de famine qui bouleverse les repères antérieurs. Les ennemis de l'altérité qui veulent neutraliser l'autre et le réduire à néant voient dans l'enfant une menace au même titre que les adultes. Les enfants deviennent alors une cible privilégiée des génocides. En octobre 1943, l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich et chef de la SS, Heinrich Himmler, a déclaré « Je ne me sentais en effet pas le droit d'exterminer les hommes et de laisser grandir les enfants qui se vengeraient sur nos enfants et nos descendants. Il a fallu prendre la grave décision de faire disparaître ce peuple de la terre. » C'est les propos de Heinrich Himmler. Les enfants ne furent pas protégés par leur statut d'enfant, car ils étaient perçus comme une menace et par conséquence une cible à éliminer. Les enfants juifs et tziganes ont été déportés dans les camps d'extermination nazis et ils ont été systématiquement sélectionnés pour être assassinés, car ils étaient considérés comme des êtres faibles et inaptes à travailler. Sur les 6 millions de personnes qui ont été tuées en Europe durant l'Holocauste, 1,5 million étaient des enfants de moins de 15 ans. Le Rwanda est un autre exemple de la même logique génocidaire qui consiste à viser les enfants car ils sont considérés comme une menace à exterminer au même titre que les adultes. Entre avril et juillet 1994, les enfants Tutsis ont été la cible directe des génocidaires poussés par une propagande qui mit en avant le fait que l'armée du Front patriotique rwandais était composée de tous les enfants épargnés lors des précédents massacres, alors que cette fois, les enfants ne devraient pas être épargnés. Le fait de viser indifféremment les enfants Tutsis et adultes trahit la finalité génocidaire de l'idée d'autodéfense. Pour encourager les assaillants à tuer les enfants, les dirigeants rappelaient que même les très jeunes pouvaient constituer une menace, car les commandants militaires du FPR avaient eux aussi été des bébés. Les médias rwandais officiels ont colporté cette propagande, ce slogan « N'épargnez pas les enfants » lorsqu'ils incitaient le peuple à sortir
avec des machettes afin de tuer l'ennemi. Les enfants étaient même visés dans le ventre de leur mère, et les femmes enceintes étaient devenues des cibles. Et comme l'a déclaré le bourgmestre de Mbazi, André Sibomana, lorsqu'on chasse des souris, on n'épargne pas celles qui sont en gestation. Quel discours abominable. En 3 mois, le génocide contre les Tutsis a fait plus de 800 000 victimes, dont 300 000 enfants, et a rendu plus de 120 000 enfants orphelins. Pratiquement, tous les enfants ont été témoins d'horreurs innommables. Des milliers d'enfants ont été victimes de sévices et de viols, et des milliers d'enfants ont été engagés de force dans des opérations militaires et obligés de commettre des actes de violence. Mais je veux aussi croire à la permanence d'un fond de bonté, d'humanité que Jean-Jacques Rousseau avait décelé en chaque humain. Ce fond qui nous attendrit et nous émeut chaque fois que nous voyons un nouveau-né ou un enfant. Pour illustrer cette présence, je prendrai 2 exemples qui me semblent révélateurs à des degrés divers. Le premier exemple, c'est un épisode dans le procès d'Alfred Moussema, un des accusés du TPIR, condamné pour sa participation au génocide contre les Tutsis en 1994. Moussema était directeur de l'usine de thé à Gisovu, dans la région de Kibuye, au nord-ouest du Rwanda. Malgré sa grande autorité auprès des miliciens Interhamwe, Moussema a senti leur hésitation quand il leur a ordonné de massacrer des enfants d'employés Tutsis de l'usine. Il a dû se résoudre à demander aux miliciens de les noyer ou de les envelopper dans des sacs et de frapper sur ces sacs jusqu'à ne plus les sentir bouger. Vous me demanderez, mesdames et messieurs, en quoi ces détails sont-ils si importants, puisqu'en définitive, les enfants ont été tués. Ce que je retiens de cette scène racontée par les témoins désignés sous les pseudonymes I et L pour protéger leur anonymat, c'est qu'il y a bien un enseignement pour qui veut le décrypter. Des tueurs particulièrement zélés et souvent drogués, des tueurs que leur cruauté a poussé jusqu'à éviscérer parfois leurs victimes pour en manger le cœur. Ces tueurs drogués et cannibales, agissant en totale impunité, n'ont pas pu soutenir le regard innocent d'enfants qu'ils tuaient. Le deuxième exemple est encore plus éloquent. C'est le témoignage de PW101 dans une affaire devant le TPY contre des officiers serbes à propos d'un massacre de prisonniers musulmans de Bosnie le 14 juillet 1995 par la brigade de Zvornik dans la localité de Bratunac. Ce témoignage de PW101, lui-même soldat participant à l'opération, a été recueilli par le tribunal en anglais. Je vous le livre tel quel. I watched as the prisoners were lined up and shot in that heap, in that pile of dead bodies
who did not resemble people any longer. This was just a pile of flesh in bits. And then a human being emerged. I say a human being, but it was actually a boy of some 5 to 6 years. It is unbelievable. Unbelievable. A human being came out and started moving towards the path where men with automatic rifle stood doing their job. And then all of a sudden, they lowered their rifle. And all of them, to the last one, just froze. And it was just a child there, just a child. And the child was covered with bits of bowel tissue of other people. And as the child was emerging out of the pile of those who had been executed, he was saying, Baba. This is how they say father. He was saying, Baba, where are you? The colonel asked the soldiers, what are you waiting for? Just finish him off. The soldiers did not move. They refused. I took the boy ultimately to the hospital in Zvornik. Cette scène d'une brigade exécutant des centaines de prisonniers au mépris de toutes les conventions internationales et qui se trouve paralysée à la vue d'un enfant qui émerge des corps déchiquetés pour appeler son papa. Cette scène quasi irréelle montre que c'est loin d'être une fiction cinématographique. C'est une scène qui est un rappel de notre humanité qui peut nous rattraper à tous les tournants. Et cela passe souvent par les médias des enfants. Il y a bien eu génocide à Srebrenica, mais les massacres ne visaient pas les enfants. Il est vrai cependant que les enjeux de purification ethnique, parfois très localisés dans ce conflit, rendaient inutilement encombrant le meurtre d'enfants. Si je ne m'entête pas à ne pas désespérer de l'homme, je ne voudrais pas non plus cultiver l'angélisme au point de suggérer que Rousseau a raison et que Thomas Hobbes a tort, lui qui a vu en l'homme un loup pour l'homme. Notre humanité est aussi héritière du syndrome du pharaon, et qui, pour conjurer les prédictions des mages, a ordonné l'élimination à la naissance de tous les bébés mâles israélites. La version rwandaise de cet oracle s'est déclinée sous la forme d'une analogie entre le Tutsi et le serpent. Ne vous avisez surtout pas d'épargner les petits serpents, disaient les dirigeants du génocide contre les Tutsis. Ce sont eux qui grandiront pour vous mordre. Aucun témoin ne devrait survivre. Si les rafles d'enfants juifs un peu partout en Europe, entre 1940 et 1942, n'avaient pas pour objectif proclamer leur élimination physique, des milliers d'entre eux ne reviendront pas d'Auschwitz. Les nouvelles guérillas et même certaines armées officielles mettent aujourd'hui les enfants au cœur des conflits.
toutes ces pratiques répertoriées semblent nous dire, mesdames et messieurs, qu'il est vain de tenter de rationaliser les comportements humains. Mais les militants des droits de l'homme que nous sommes n'ont pas le choix. Ils ne peuvent se contenter, comme Graham Greene dans La puissance et la gloire, d'identifier avec acuité le bien et le mal entrelacés chez l'humain. Nous avons le devoir d'aller plus loin, d'essayer d'extraire et de faire prévaloir notre instinct de vie sur celui de mort et de souffrance, de protéger l'enfant qui est notre avenir, y compris dans les conditions jugées les plus illusoires. Tout le droit international humanitaire est d'ailleurs construit autour de cette quête délicate. La guerre est souvent, pour ne pas dire toujours, illégale aux yeux du droit international et notamment de la Charte des Nations Unies. Elle naît d'une agression, suivie rarement d'une réponse satisfaisante aux critères stricts de la légitime défense. Pourtant, nous nous sommes dotés de règles pour humaniser la conduite des hostilités, indépendamment de l'illégalité première. Et ceci nous permet de sauver des vies et même d'humaniser des relations dont la vocation première est de détruire l'humain. Le droit international humanitaire nous apprend à respecter la vie du soldat ennemi qui ne présente plus de danger immédiat pour nous et dont l'intégrité physique peut demain racheter la nôtre, notamment en cas d'échange de prisonniers. Il est donc tout à fait réconfortant de noter que nous nous sommes dotés d'un corpus juridique suffisamment étoffé pour la protection de l'enfant en toutes circonstances. L'interdiction de s'attaquer aux enfants est déjà suffisamment actée au titre de la protection des civils dans les conventions de Genève ainsi que dans la proscription du crime contre l'humanité. La Convention de 1989 est devenue un socle de protection de référence. Sa base s'élargit notamment avec le protocole facultatif relatif à l'implication des enfants dans les conflits armés, l'interdiction de la conscription d'enfants et leur utilisation dans la conduite des hostilités a trouvé un écho dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux. La première affaire, vous vous en souvenez certainement, devant la Cour pénale internationale, l'affaire Lubanga, a été conduite sous la seule charge d'enrôlement illicite d'enfants soldats. L'ancien président du Libéria, Charles Taylor, poursuivi devant le tribunal spécial pour la Sierra Leone, devait aussi répondre de charges similaires. Comme nous l'avons constaté, les enfants ne sont pas seulement des cibles du génocide. Ils sont également utilisés comme instruments pour perpétrer les génocides et la guerre. L'exploitation grandissante des enfants comme combattants est l'une des caractéristiques les plus perverses des conflits armés modernes. Depuis les années 80, des centaines de milliers d'enfants, garçons et filles de moins de 18 ans, sont enrôlés de gré comme de force par des armées ou des groupes armés. Ils sont utilisés comme soldats sur les lignes de front ou exécutent des fonctions de soutien en tant qu'espions, porteurs ou esclaves sexuels. Au Rwanda, des milliers d'enfants de moins de 18 ans ont participé activement au génocide en tant que membres de l'armée rwandaise, en tant qu'Interahamwe ou dans le cadre de la mobilisation générale des civils. En raison d'un faible taux de scolarisation et de leur immaturité mentale et émotionnelle, les enfants ont été encore plus sensibles que les adultes aux effets de la propagande. Les enfants rwandais ont généralement un grand respect
de la hiérarchie et des adultes, et ils ont plus facilement appliqué les ordres donnés par les autorités que leurs aînés. Et les enquêtes menées dans le cadre des procès ont montré que les enfants ont été mêlés à tout l'éventail des crimes associés au génocide. Ils ont commis des meurtres, violé des femmes et des filles, brûlé et détruit des maisons, volé des biens et dénoncé aux miliciens des gens qui se cachaient. Dans le cadre d'une étude de l'UNICEF conduite 1 an après le génocide, 35% des enfants interrogés ont déclaré qu'ils avaient vu des enfants tuer ou blesser d'autres enfants. L'organisation internationale non gouvernementale Human Rights Watch a interrogé des centaines d'enfants sur le rôle qu'ils ont joué dans le génocide rwandais. Elle a recueilli les témoignages d'enfants qui ont été jugés pour crimes de génocide. Nous pouvons citer en exemple le témoignage de Roger, un jeune garçon qui avait 16 ans à l'époque des faits et qui a reconnu avoir dû tuer sous la menace les enfants de sa propre sœur. Les miliciens sont arrivés chez nous et m'ont amené avec ma grand-mère, ma mère et mes sœurs. Ils ont tué ma sœur. Elle était mariée à un Tutsi. Ma sœur, celle qu'ils ont tuée, avait 4 enfants de 10, 7, 5 et 2 ans. Ils ont dit à ma mère qu'elle devrait leur donner 5 000 francs pour qu'ils tuent eux-mêmes les enfants. Sinon, ce serait à moi de les tuer. Ma mère a dit, « Mon fils n'est pas un tueur. » Ils ont répondu, « Nous lui apprendrons à tuer. » Ils m'ont amené avec les enfants à une fosse commune. Ils m'ont ordonné de tuer les enfants. J'ai refusé. J'avais très peur. L'un d'eux m'a frappé avec un gros bâton. J'ai réalisé qu'il pouvait me tuer. Alors, j'ai pris la houe et j'ai frappé les enfants à la tête avant de les pousser dans la fosse. Je suis rentré à la maison et j'ai raconté à ma famille ce qui s'était passé. Ma famille a trouvé que c'était horrible, mais elle a compris que je n'avais pas eu le choix. Je n'ai vraiment aucun mot pour décrire ce que je ressentais. Il y avait tellement d'émotions. Ils étaient encore vivants, les enfants. Ils n'étaient pas morts quand je les ai poussés dans la fosse. Quelle horreur! Avec notre arsenal juridique actuel, nous sommes incontestablement outillés pour protéger l'enfant en toutes circonstances. La limite objective de cette protection réside cependant dans le caractère a posteriori de l'action judiciaire. Elle intervient après que le pire est déjà arrivé. Et nous aurons beau clamer la fonction dissuasive de la justice, il semble bien que les exemples qu'elle offre ne seront pas toujours visibles ou audibles. La parade ne sera pas de renoncer à un instrument utile, mais dont l'efficacité n'est pas à toute épreuve. Il s'agit plutôt de le compléter par d'autres moyens, notamment l'éducation. La prévention du génocide est au cœur de mon mandat et je suis convaincu que le respect des droits de l'enfant et principalement de leur droit à l'éducation joue un rôle essentiel dans la prévention du génocide. La Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de l'enfant à l'éducation, dans ses articles 28 et 29. Et les États parties ont l'obligation d'assurer l'exercice de ce droit
progressivement et sur la base de l'égalité des chances. Le droit à l'éducation est un droit fondamental qui est indispensable à l'exercice de tous les autres droits de l'homme. Et comme le disait très justement Madiba Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Le génocide est un processus qui se construit dans le temps. Et ainsi, la prévention du génocide commence sur les bancs de l'école, car les enfants d'aujourd'hui sont les acteurs de demain. Enseigner l'histoire des génocides n'est pas seulement un travail de mémoire, il s'agit également d'un effort pour alerter les enfants et pour leur rappeler que les événements qui ont eu lieu dans le passé peuvent se reproduire dans le futur. L'éducation ne doit pas se limiter à l'enseignement de l'histoire des génocides, mais elle doit également enseigner la résistance face à l'idéologie du génocide. Comme nous l'avons vu précédemment, le génocide est rendu possible par la création de barrières entre différents groupes de population, principalement selon des critères ethniques ou religieux. Il est donc important que les enfants reçoivent les outils nécessaires leur permettant d'identifier les processus qui mènent à la séparation et à l'isolement de certains groupes. L'éducation doit permettre de comprendre les manipulations et les propagandes et enseigner aux enfants et aux jeunes le courage de résister aux classifications et à la déshumanisation de l'autre. L'éducation est au cœur de la prévention du génocide, puisqu'à travers des valeurs telles que le respect pour l'égalité, les droits humains, la tolérance et la paix sont transmises. Les enfants apprennent à vivre ensemble en respectant les différences de chacun et en rejetant les discriminations. Dans la période qui a précédé le génocide au Rwanda, le taux de scolarisation était faible et les discriminations étaient présentes jusque dans les écoles où les enfants Tutsis ont été humiliés et traités différemment des autres enfants, même par le corps professoral. Sans surveillance, le système éducatif peut ainsi lui-même devenir un instrument de propagande. La qualité de l'éducation est primordiale. L'enseignement doit être basé sur des valeurs universelles de l'égalité et des droits humains. 1 an après le génocide, les programmes scolaires au Rwanda ont été totalement révisés pour contribuer à la réconciliation nationale dans le but de créer une culture de la paix en mettant en avant des valeurs telles que la justice, le respect des autres et la démocratie. Les enfants rwandais apprennent désormais leur histoire, les processus qui ont mené au génocide et les conséquences de ce dernier pour leur pays. Bien que certains États aient pris des mesures concrètes afin d'inclure des programmes éducatifs de qualité sur la prévention des génocides dans les cursus scolaires, et cela dès l'école primaire, ils sont hélas encore minoritaires. Pourtant, je reste persuadé que l'éducation reste la meilleure arme pour la prévention du génocide. Je pense qu'il est important que nous travaillions tous ensemble à promouvoir et faire respecter le droit à l'éducation pour tous et particulièrement pour les enfants qui sont le terreau où se joue l'avenir de l'humanité. Ne nous y trompons pas. Beaucoup de guerres, de conflits se nourrissent du désespoir, du sous-développement, de la pauvreté et de l'illettrisme. C'est au seul prix de l'éradication de ces causes impulsives
que nous protégerons les enfants en restituant à des adultes leur dignité perdue. En combattant effectivement la faim dans le monde, un combat pour lequel nous avons fait quelques progrès, comme le révèlent les dernières statistiques des Nations Unies, en promouvant le développement, l'état de droit et le recul de la tyrannie, nous faciliterons la paix dans le monde. Le monde produit assez de richesses pour éradiquer au moins toutes les formes extrêmes de pauvreté. Nos capacités de recherche peuvent permettre d'éradiquer beaucoup d'épidémies, comme le virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de repenser et de renforcer les tissus de solidarité. Notre monde a besoin autant de rationalité que de compassion. Cette compassion et cette humanité retrouvée qui a fait baisser le fusil à ces soldats serbes, elle existe en chacun de nous. Il nous faut simplement la raviver en réduisant les excès de nos modèles sociaux actuels qui, tout en valorisant l'individu, nous font ignorer notre prochain, notre voisin. Jamais les personnes ne se sont senties aussi seules que dans nos sociétés d'abondance. On côtoie des milliers de gens dans les gares, dans les aéroports, dans les supermarchés, mais nous sommes souvent seuls. Malheureusement, nos nouveaux modes de consommation sont pensés pour renforcer cette solitude en nous donnant l'illusion de la compagnie. Avec les applications IT, on peut jouer seul, faire seul des activités qui, autrefois, requéraient un ou plusieurs partenaires. Bref, on nous a fait croire que l'individu accompli, c'est celui qui est totalement autonome, celui qui n'a besoin de personne. Faut-il dès lors s'étonner de la grande indifférence au spectacle affligeant des nouveaux boat people d'Afrique et du Moyen-Orient qui bravent l'Atlantique ou la Méditerranée dans leurs frêles embarcations? Des milliers d'entre eux se sont noyés sans que cette hécatombe n'arrête la détermination des survivants à poursuivre leur rêve d'Eldorado. Quand je vois ces émigrants désespérés qui s'attaquent aux grilles de l'île de Ceuta, ces voyageurs perdus et hagards traînant à Calais et prêts à s'enfermer dans le premier conteneur de camion en partance pour Londres, même si c'est pour y étouffer, quand je vois la réponse presque dérisoire d'une Europe frileuse à autant de détresse, une Europe qui réduit cette tragédie en problème de police des frontières, en questionnement sur l'efficacité de Frontex ou de traité Schengen, je ne peux m'empêcher de me dire que nous avons quelque part perdu le script de notre propre histoire. Nous avons oublié l'inoubliable, à savoir que l'être humain est un et indivisible, qu'il est partout pareil, qu'il n'aime pas la souffrance et fuit partout le désespoir. Quand il est en détresse, il va chercher le mieux-être là où il espère le trouver. Telle est l'histoire des courants migratoires en Europe et partout ailleurs à travers les siècles. Telle est l'histoire de l'immigration vers l'Amérique, vers l'Australie, vers la Nouvelle-Zélande.
Comme le rappelait le gouverneur Bill Richardson, à ceux qui rêvent tout net d'arrêter les flux migratoires venant du Mexique et d'Amérique latine, Bill leur a dit, vous pouvez édifier des murs de 15 mètres, ils poseront des échelles de 16 mètres. Mesdames et messieurs, la pleine reconnaissance de notre individualité, y compris pour l'enfant, ne doit pas se traduire par le renforcement de nos égoïsmes. Nous ne devons pas être aveugles à la détresse des autres. Une belle leçon de compassion et de solidarité nous est adressée par ces médecins, ces infirmières, ces infirmiers et tous ces volontaires médicaux venant d'Europe, d'Amérique et d'autres contrées et qui risquent leur propre vie pour venir au secours de populations en détresse en Afrique de l'Ouest avec le virus Ebola. Les nouvelles révolutions technologiques sont en train de redéfinir notre relation à l'autre, y compris dans la façon de faire la guerre. Si on y prend garde, les conventions de Genève pourraient devenir caduques, obsolètes. La guerre moderne se mène par ordinateur, par drone et par guidage laser. Ceux qui détruisent les forces ennemies ne sont plus forcément les pilotes de chasse ou des canonniers aguerris ayant l'expérience du front. Ce sont des techniciens assis dans des bureaux aseptisés comme ceux des banquiers et assureurs. La notion de théâtre d'opération commence à perdre sa pertinence. On peut lancer des bombes partout et de n'importe où sans exposer sa propre troupe au feu ennemi. On a encore besoin d'avions, mais on n'a plus besoin de pilotes, en tout cas pas dans le même sens que nous savons. On veut maintenant faire des guerres propres. On parle d'action chirurgicale comme une table d'opération. Les images de destruction sont à tout point semblables aux images des jeux vidéo. Ce sont juste des images. Si d'aventure l'information de dégâts nous revient avec des victimes civiles, des enfants, on les classe dans la nouvelle catégorie qu'il est convenu d'appeler les dommages collatéraux. Avec cette appellation, il n'y a pas de mauvaise conscience puisqu'on demande à être jugé sur les nobles intentions de ne détruire que des cibles légitimes. En vérité, avec cette nouvelle configuration de la guerre, nous sommes en train de réduire les humains à une catégorie voisine de celle des insectes ou d'êtres virtuels. Des êtres qu'on tue sans état d'âme parce que ce sont des cibles désincarnées. Nous nous ingénions à nous prémunir contre les haines meurtrières, contre les idéologies néfastes. Mais bientôt, ce sont les indifférences, la chosification, pour emprunter ce vieux néologisme de Aimé Césaire, qui va être la grande menace. Et à ce jeu, malheureusement, toute l'architecture que nous nous sommes donné tant de mal à édifier pour distinguer l'enfant des autres catégories de personnes perd toute signification. Et en terminant sur ces propos alarmistes, mesdames et messieurs, ne pensez pas que je veux récuser le progrès. Non, le progrès est aveugle. Le progrès est neutre. Il est à notre service. Donnons-nous seulement
la peine de construire pour l'accompagner une éthique qui préserve ce qu'il y a de plus essentiel dans notre humanité. Et c'est quelque part un combat qui est aujourd'hui mené pour que demain, un code de conduite régisse les votes du Conseil de sécurité lorsque des populations font face à un risque de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de nettoyage ethnique. Je vous remercie. Oui, bonsoir. Merci pour votre intervention. J'aimerais avoir votre commentaire sur une déclaration qui m'est revenue en vous écoutant. C'est la déclaration de Madeleine Albright, secrétaire d'État du gouvernement Clinton, qui a dit que pour elle, c'était justifié la mort de 500 000 enfants en Irak sous l'embargo du plus grand pays exportateur de démocratie et droits de l'homme du monde, les États-Unis. Je voudrais avoir votre commentaire là-dessus. Merci. Peut-être s'il y a d'autres questions, et M. Dieng répondra de façon conjointe à plusieurs questions. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, je vous félicite pour ce discours de haute volée qui me rappelle un de vos compatriotes, le président Senghor. Donc, de là, s'il nous voit, il doit être fier de vous. Ceci dit, disons, j'aimerais simplement ajouter, disons, donc dans les descriptifs d'horreur, oui, des hommes ont tué des enfants ont tué des enfants, mais des femmes aussi. Et c'est ça qui a été très choquant pour nous qui étions là à cette époque. Parce que, disons, donc aux Nations Unies, j'ai eu 37 ans de carrière aux Nations Unies, tous les programmes de développement qu'on a, disons, attribués à des femmes ont eu un succès beaucoup plus grand que ceux qui étaient généralement gérés par des hommes. Et c'est la haine, disons, cette haine, ça faisait 40 ans qu'elle existait au Rwanda. Disons, on disait à ces femmes, vous devez tuer ces enfants, sinon c'est eux qui vont tuer vos propres enfants. Et c'est là, disons, que la Convention, que je salue, disons, une fois encore, la Convention a été, disons, donc, beaucoup discutée à Genève. Genève a été le berceau de la Convention des droits de l'enfant. Cette Convention permet, disons, tous les 5 ans, de revoir un peu l'état d'avancement d'un pays. Et c'est là qu'il y a des indicateurs qui sont fantastiques, qui nous prouvent, disons, si le pays est sur le droit chemin ou pas. Et, disons, bon, plus que de questions, c'est un commentaire, mais vraiment, disons, je n'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit. Et je vous félicite encore pour cette brillante intervention. Merci. Bonsoir. À mon tour, je voudrais vous féliciter pour votre prestation très émouvante et très pointue en même temps. J'aurais une question à l'heure où on parle du tribunal Russell pour la Palestine, puisque certains ont annoncé qu'il était question d'un génocide. Nourit Peled, la femme israélienne psycholinguiste, l'a aussi défini comme tel, même si ça ne se passe pas dans un pays où il n'y a pas d'éducation, la famine, enfin, etc., tout ce que vous avez cité, qui d'habitude fait un peu le terreau de ça. Même si Nourit Peled nous a souvent présenté ici à Genève que dans les livres de terminale des élèves israéliens, malheureusement, en géographie et en histoire, on parle toujours du Grand Israël et qu'il n'y a aucune mention du Palestinien. On parle toujours d'un autre qui n'est jamais figuré. Mais j'aimerais vous entendre à ce propos. Génocide, ce qui s'est passé récemment à Gaza, selon vous, et quels seraient les instruments juridiques qu'on pourrait faire valoir pour que cesse ce type d'intervention, vu qu'Israël ne respecte aucun droit, ni même la Convention des droits des enfants, telle que Defense Child International le pose régulièrement. Merci de votre réponse. Est-ce que je pourrais demander tout à l'heure au premier intervenant de reprendre sa question que je n'ai pas très bien saisie? Un, deux, ouais, c'est bon.
C'était juste pour je pense que vous en avez connaissance, c'était sur un plateau télé. C'est une journaliste qui a demandé à Madeleine Albright qu'est-ce qu'elle pensait de la mort de 500 000 enfants sous embargo américain en Irak. Je ne sais plus, ça devait être les années 90, début je crois. Elle lui a demandé qu'est-ce qu'elle en pensait. Elle lui a dit, est-ce que vous croyez que c'est le prix à payer pour votre intervention? Et elle a dit oui, j'en suis sûr. Je voulais avoir votre commentaire là-dessus. Donc ils ont bien parlé d'enfants, 500 000 enfants. Merci. Écoutez, elle a exprimé son opinion. Et je pense que si ce que vous dites est exact, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Parce qu'un embargo qui provoque la mort de 500 000 enfants, pour moi, n'est pas acceptable. Bien entendu, d'autres diront c'est le prix à payer. Mais quand on voit ce qui se passe encore aujourd'hui, on peut se poser des questions sur ces approches. Mais de là à dire que c'est le prix à payer, je ne doute pas, mais je trouve, venant de la part de Madeleine Albright, qui travaille beaucoup aujourd'hui sur les questions de responsabilité de protéger, qui a reconnu la faute américaine en 1994 au Rwanda, je ne sais pas. Maintenant, le deuxième intervenant, je vous remercie pour vos compliments et surtout pour vos commentaires qui confirment. Sur la question, par contre, de Gaza, je dois tout simplement préciser que le mot génocide, il faut l'utiliser, mais avec précaution. En ce qui me concerne, comme vous le savez, mon rôle n'est pas de faire une détermination légale de l'existence d'un génocide. C'est une tâche qui revient aux juridictions nationales, régionales ou internationales. Ma tâche est essentiellement de faire de la prévention, faire en sorte que ça n'arrive pas. Quand ça arrive, c'est que je suis arrivé trop tard, en tout cas la communauté internationale est arrivée trop tard. Mais au regard des éléments dont dispose mon bureau, je crois qu'il est exagéré tout de même de parler de génocide. D'autant plus que nous avons, nous en tout cas, relevé dans une déclaration que j'ai sortie sur la situation à Gaza, j'ai relevé que des crimes contre l'humanité et ou des crimes de guerre auraient pu être commis dans le contexte de ce conflit. Deuxièmement, j'ai dénoncé ce que j'appelais aussi les dérives de partis d'extrême droite, n'est-ce pas, israéliens, qui, à travers les médias sociaux, véhiculaient un discours de haine. Et il nous faut justement travailler sur la prévention des atrocités en luttant contre le discours de haine. Il est possible de développer un discours positif. C'est la raison qui a conduit mon bureau à formuler des policy options pour voir comment arriver à combattre le discours de haine qui est à l'origine de beaucoup de troubles à travers le monde. Yes. Merci beaucoup, M. Adamadin, pour votre conférence, votre présentation très riche, très profonde, très humaine, qui m'a personnellement beaucoup touché. Je suis Ngarambe François, ambassadeur du Rwanda, moi-même rescapé du génocide. J'ai eu la chance de travailler avec M. Deng quand il était au TPIR et qu'à l'époque, j'étais le représentant des associations des rescapés du génocide. Et j'ai pu travailler sur la problématique et des conséquences du génocide pendant un certain nombre d'années. Son exposé est profond, riche, tellement que je ne vois pas
comment faire un commentaire, sinon vous féliciter pour votre travail, votre humanisme et votre dédication à cette cause de lutter contre le mal absolu. Je voudrais quand même brièvement ajouter que le génocide ne s'arrête pas quand les tueries, quand les massacres s'arrêtent. Le génocide continue à travers des conséquences qui vont même se transmettre sur des générations et des générations. Le génocide au Rwanda nous a laissé, comme il a si bien dit, une génération où on voit d'un côté des enfants qui ont participé au massacre, forcés, incités, éduqués à tuer, et des enfants qui ont vu les leurs violés, massacrés, humiliés. Nous avons des témoignages d'enfants que l'on a obligés à tuer leurs propres parents, à boire le sang des leurs ou à manger les organes des leurs. C'était le prix pour rester en vie. Ces enfants sont restés avec des séquelles psychologiques indélébiles et pour toujours. Nous avons donc une génération d'enfants traumatisés physiquement et moralement, d'enfants économiquement sans ressources, sans repère parental. Certains se prennent pour une génération spontanée parce qu'ils n'ont aucune référence à aucun membre de leur propre famille. Et j'imagine que tout le monde comprend ce que ça signifie de porter ce fardeau. Et les enfants sont plus vulnérables que les autres sur cette question-là. Et il y a eu beaucoup d'efforts pour essayer, comme il a si bien dit, d'éduquer les deux côtés. Apprendre à des enfants qui n'ont pas le droit de tuer, qui doivent apprendre à vivre ensemble, que l'histoire qu'on leur a enseignée est totalement fausse. Apprendre à d'autres qu'ils ont le droit de vivre, qu'ils ont le droit de sourire, qu'ils ont le droit de jouer, et que ces deux groupes doivent vivre ensemble. C'est un effort qui demande beaucoup de cœur avant les ressources matérielles, beaucoup de solidarité, beaucoup de sens humain. Je reviens à cette notion de solidarité parce que justement, le génocide n'est possible que si un État décide d'exterminer ou de laisser exterminer une partie de son peuple. Mais aucun État ne peut le faire sans l'indifférence de la communauté internationale, sans l'indifférence des autres États et sans l'indifférence des peuples en définitive. Le monde entier était pratiquement indifférent lorsque l'Holocauste a été commis pendant les années 40-45. Et le prétexte qui nous est donné ultérieurement, c'est qu'on ne savait pas. Ah oui, on voyait les déportations. Ah oui, mais personne ne pouvait deviner quelle était la fin. Alors qu'au Rwanda, en 1994, c'était live, c'était real time. L'information venait en même temps que le mondial. Et beaucoup de nous préféraient regarder le match de football que de soutenir ces images absolument inacceptables. Et c'est cette indifférence par rapport à la souffrance de l'autre qui renforce les tueurs dans leur impunité. Et de la même manière que l'indifférence permet le génocide, l'indifférence permet aussi la perpétuation des conséquences du génocide. S'il n'y a pas de solidarité pour aider les Rwandais à vivre ensemble, à colmater les blessures, à donner un peu de moyens à ces enfants, à leur donner espoir, à leur permettre d'aller à l'école, si on attend que les victimes eux-mêmes trouvent les moyens d'aider leurs propres victimes, c'est comme ça donc que la communauté internationale se renferme dans son égoïsme et que nous connaîtrons encore des génocides et des génocides. Il y a partout, à gauche, à droite, je pense que effectivement, je devrais arrêter là. Il y a des signes d'actes génocidaires qui nous interpellent. Et les génocides devraient nous donner un enseignement que plus jamais ça soit vraiment une réalité. Et les signes d'actes génocidaires nous interpellent. Je vous remercie beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Valérie Lacreta. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre conférence qui a vraiment été extrêmement exhaustive, mais tout à fait brillante aussi. Je voudrais vous poser une question en rebondissant sur ce que monsieur l'ambassadeur a dit. Je précise juste peut-être que je travaille pour Aegis Trust, qui est une ONG qui s'occupe de prévention de crimes contre l'humanité, qui est très active au Rwanda, entre autres. Et je voulais rebondir sur le fait que monsieur l'ambassadeur venait de dire qu'on parlait de l'indifférence par rapport au génocide, puisque je travaille plus particulièrement sur la question du Soudan et du Darfour. On voit que c'est vraiment un génocide de l'ère numérique. C'est vraiment un génocide où on a en live tous les massacres qui peuvent se produire. Et puis donc c'est vrai qu'il y a cette indifférence, mais mon autre question c'était où en est-on en matière de justice? Est-ce qu'en fait une meilleure efficacité de la justice internationale ne pourrait pas aussi contribuer à une meilleure prévention des génocides? Donc je rejoins votre thématique de la lutte contre l'impunité. C'est-à-dire que comment faire pour que les instruments juridiques soient réellement appliqués, puisque, en prenant le cas du Soudan, le président du Soudan, Omar al-Bashir, est inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et ça fait vraiment plusieurs années qu'il reste au pouvoir. Alors ma question, c'était vraiment comment peut-on faire pour que les instruments juridiques internationaux deviennent plus efficaces? Merci beaucoup. Je dirais d'abord merci d'avoir soulevé cette question combien importante. La justice pénale internationale a réalisé des pas de géant quand on compare ce qui a été obtenu au cours de ces 20 dernières années. Pour la première fois dans l'histoire, on a vu un premier ministre, Milošević, qui a été traduit devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. On a eu Jean Kambanda, le premier ministre du gouvernement génocidaire, et l'ensemble du gouvernement génocidaire mis en accusation et jugé à Arusha. Vous avez eu Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, qui a été également reconnu coupable et condamné par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Aujourd'hui, il purge sa peine à Londres. Et je pourrais continuer avec d'autres exemples, y compris l'initiative de l'Union africaine de créer ce qu'on appelle les chambres extraordinaires africaines siégeant au Sénégal et qui, présentement, est en train de juger l'ancien président du Tchad, Hissène Habré. Et il y a des avancées. Même si récemment des voix se sont élevées pour dénoncer les réformes qui ont été introduites au sein de l'appareil de protection des droits de l'homme, et notamment la mise en place d'une division criminelle au sein de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais de mon point de vue, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a une disposition, certes, qui peut paraître choquante, c'est celle-là même qui prévoit que pendant que les chefs d'État seront en exercice, il ne sera point possible de les poursuivre devant un tribunal. Mais du jour où ils cessent leur mandat, ils doivent répondre devant l'appareil judiciaire. Donc je suis de ceux qui n'ont pas apprécié ce changement et je suis heureux que le président du Kenya, Uhuru, ait décidé de répondre à la convocation des juges pour être entendu à La Haye. Donc, il faut reconnaître que des progrès énormes ont été accomplis. Maintenant, il est certain qu'il y a, hélas, des pays où l'impunité continue à être la loi. Et d'autres se retrancheront toujours derrière la souveraineté. Il est clair que quand il s'agit de questions judiciaires, le cas de Béchir que vous avez évoqué, Béchir a été mis en accusation devant la CPI. Un mandat d'arrêt a été décerné. Ce n'est pas un homme libre de ses mouvements. Il peut visiter certains pays,
Mais il y a des pays, s'il y met les pieds, il sera immédiatement arrêté. Même en Afrique, je puis dire qu'il n'a pas participé à la prestation de serment du président Zuma parce que les responsables sud-africains ont fait comprendre que s'il mettait les pieds, c'est un état de droit, c'est rule of law state. He would be arrested. Et finalement, donc ça joue un effet, mais il ne faut pas être pressé. Mais je dirais, nous autres droits de l'hommiste, nous sommes toujours très pressés et il faut mettre la pression. Il faut mettre la pression pour que la juridiction, la compétence universelle soit mieux utilisée. C'est aujourd'hui le cas au Sénégal, faisant en sorte que ça soit possible ailleurs. La Suisse, n'en parlons pas, beaucoup d'affaires de génocidaires ont été jugées ici en Suisse, la Belgique, qui est un peu l'apôtre de la compétence. Donc, je crois qu'il y a de l'espoir. Merci. Je crois que c'est peut-être ce mot d'espoir sur lequel je vous propose de nous arrêter, en vous remerciant une fois encore de tout ce que vous nous avez fait partager ce soir. Et mesdames et messieurs, je vous remercie aussi de votre participation.